Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier les lois de Snap-Descartes avec un simulateur. Donc, un petit mot à propos des lois de Snap-Descartes. Vous voyez par exemple que sur cette expérience, nous avons la lumière d'un laser ici, qui est dans l'air, qui arrive à une surface de séparation qui va délimiter en fait l'air et l'eau. Et on voit que le rayon laser qui était au début dans l'air, on l'appelle rayon incident, va suivre une autre direction dans l'eau. On voit que le rayon est, pour ainsi dire, brisé, on va dire, et c'est ça le phénomène de réfraction. Donc il y a un changement de direction lorsque la lumière du laser passe de l'air à l'eau. Et on peut généraliser ça à chaque fois qu'on aura un changement de milieu. On voit autre chose sur cette photographie, on voit qu'il y a aussi un rayon qui remonte vers le haut. C'est-à-dire ce rayon, lui, il est toujours dans l'air. Il n'y a pas de changement de milieu. Ce phénomène-là est appelé réflexion. C'est un phénomène que vous connaissez peut-être davantage. Alors, quand on n'a pas de matériel, on peut quand même faire une expérimentation grâce à un simulateur. Donc, il existe plusieurs simulateurs. Là, on va utiliser celui du manuel Hatier de seconde. Mais pour information, il en existe d'autres. Par exemple, je vous en montre un qui vient du site Australo. Vous voyez, on peut modéliser le phénomène de réfraction et de réflexion avec une simulation comme ceci. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux bouger l'inclinaison du laser et je vois que le rayon incident ici, le rayon réfléchi ici et le rayon réfracté ici vont changer quand je change l'inclinaison du rayon incident, bien sûr. Alors revenons à notre simulateur, celui du manuel Hatier. Donc on clique sur le lien et on arrive à ceci. Alors, là on utilise du matériel, même si c'est un simulateur, qui existe au lycée. Il s'agit d'une source lumineuse que l'on peut déplacer comme ceci. Ici, on est dans l'air. Et ici, vous êtes dans un bloc de matière. Ici, pour cette expérience, on va simuler qu'on a du plexiglas. Le plexiglas, c'est une matière plastique transparente. C'est la matière qu'on utilise pour faire les visières de casque, par exemple. Alors, le mieux, ça va être de suivre l'activité 1, qui s'appelle vérifier les lois de Snell-Descartes. C'est celle qui correspond à l'activité de votre livre. Donc, vous avez les mêmes questions en fait. Moi, je vais vous montrer, je ne vais pas répondre aux questions, je vais vous montrer comment on utilise ce simulateur. Donc, vous allez faire une série de mesures. Vous allez faire une série de mesures. Et vous allez donc compléter un tableau. On peut ici utiliser un tableau de valeurs. Sinon, vous pouvez prendre tout simplement une feuille de brouillon. Alors, je vous montre comment on s'en sert. Et comme ça, vous pourrez faire l'expérience vous-même. Je peux déplacer la source. Donc là, on suppose que c'est un laser. Je peux déplacer la source. Vous voyez que je vais me mettre par exemple sur 10 degrés. Alors, comment je fais pour lire? Eh bien, il faut savoir que en optique, on repère toujours les angles par rapport à ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est cette droite-là qui est en pointillé. Et en fait, c'est une droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Donc là, je vous rappelle que vous avez l'air, et ici, vous avez donc le plexiglas. Donc là, vous avez le symbole perpendiculaire. Donc ce qu'on appelle la normale, c'est une droite perpendiculaire à la surface de séparation. Et là, elle est tracée là où le rayon lumineux arrive, si vous voulez. Donc là, on l'appelle le point I, c'est le point d'incidence. Donc là, par exemple, dans cette situation-là, je vais dire que l'angle d'incidence I que je viens de régler, il est égal à 10 degrés. Ça, c'est le rayon réfléchi, on a dit. Eh bien, je vois que j'ai un rayon réfléchi dont l'angle de réflexion vaut également 10 degrés. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'angle de réfraction. Alors, vous voyez ici, il faut regarder de près,
je vois que j'ai un angle de réfraction sur la graduation qui vaut, je dirais, 7 degrés. Vous pouvez utiliser le couple de valeurs qui peut vous faire une lecture directe. Mais ça, il s'agit juste d'un tableau qui va se compléter. D'ailleurs, vous pouvez faire une mesure maintenant pour 20 degrés. Et vous pouvez mettre ajouter le couple de valeurs. Et là, vous lisez 13. Et il se fait que 13, c'est effectivement la valeur que vous lisez ici. Donc, l'angle ici de réfraction. Donc, vous voyez que ce tableau, que vous pouvez utiliser ou non, va récupérer les valeurs de l'angle d'incidence et de l'angle de réfraction. L'angle de réflexion, lui, il n'est pas récupéré. Mais vous allez vite comprendre que le lien entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion est assez facile à trouver. Donc comme je disais, vous allez poursuivre comme ça vos mesures et vous allez soit remplir un tableau sur une feuille de brouillon, soit utiliser ce tableau là. Vous voyez, comme ça vous pouvez faire plein de mesures. Encore une fois, ce tableau va surtout servir pour trouver la loi sur la réfraction, qu'on appelle loi de Snell-Descartes. Voilà, donc vous le faites autant de fois que vous voulez. Vous pouvez par exemple faire, eh bien, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez faire 8 ou 9 mesures. N'oubliez pas de faire la première. Alors je ne l'avais pas faite tout à l'heure parce que elle est un peu spéciale. Regardez ce qui se passe quand on se met sur un angle d'incidence égal à 0. Ben, on voit que le rayon va tout droit. Donc ça veut dire que pour un angle d'incidence égal à 0, l'angle de réfraction vaut 0 aussi. Ce que vous pouvez voir ici. Qu'en est-il pour le rayon réfléchi? Eh bien, le rayon réfléchi, en gros, il fait demi-tour. Et donc, si l'angle d'incidence vaut 0 degré, l'angle de réflexion fera 0 degré aussi. Voilà, alors maintenant, vous allez deviner un petit peu ce qui se passe pour les lois de la réflexion. En ce qui concerne les lois de la réfraction, c'est un petit peu plus compliqué. On va passer sur un tableur. Donc, c'est la prochaine étape. Alors, j'ai recopié toutes les valeurs sur un tableur. Ici, j'ai utilisé le tableur Excel. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez utiliser le tableur OpenOffice, qui est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger gratuitement. Et les fonctionnalités sont les mêmes. Donc, je viens de recopier toutes les valeurs que j'avais vues grâce au simulateur. Donc là, j'ai une colonne où j'ai les angles d'incidence et là, les angles de réfraction. Pour la loi de Snell-Descartes sur la réflexion, il n'y a pas besoin de faire de tableur, puisque je pense que vous l'avez déjà compris, cette loi était très facile. Alors, un petit peu plus compliqué pour la réfraction. On l'appelle deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction, c'est-à-dire on va essayer de trouver une correspondance qu'il y a entre I et R. On voit qu'en regardant les deux colonnes, il n'y a rien de simple. On pourrait penser qu'il y a une proportionnalité au début. Par exemple, quand on double, on passe de 10 à 20 pour l'angle d'incidence. On double presque pour l'angle de réfraction. Mais je dis presque, donc c'est pas exact. Et puis surtout, si vous regardez ce qui se passe un petit peu pour la suite, eh bien la proportionnalité n'est pas respectée. En fait, la loi de Snell-Descartes sur la réfraction est un peu plus compliquée. Et comme on vous l'indique dans le document, elle fait intervenir les sinus. En fait, on vous dit que ce sont les deux sinus, c'est-à-dire le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction, qui sont proportionnels. Alors ce qu'on va faire, pour montrer qu'il y a proportionnalité entre les deux sinus, eh bien on va d'abord les calculer, et puis après on va tracer un graphe qui va montrer le sinus de I en fonction du sinus de R, ou le contraire, sinus de R en fonction du sinus de I. Alors, pour ça, il faut créer deux nouvelles colonnes. Une que je vais appeler sinus de I, et puis une autre que je vais appeler sinus de R. On ne va pas les calculer à la calculatrice, c'est pas interdit, mais on va utiliser les fonctionnalités d'un tableur. Bon, le seul petit problème, c'est que
Pour calculer le sinus d'un angle, ou même le cosinus ou la tangente, eh bien, le tableur a besoin des angles en radians. Donc ça oblige à faire une petite conversion, c'est-à-dire que là, nous, on a des angles en degrés, eh bien, on va les transformer en radians. Je vais vous montrer comment on fait. On va d'abord, pour calculer le sinus de i par exemple, on va d'abord entrer le symbole égal, qui annonce au tableur qu'on va lui demander de faire un calcul. Puis, puisqu'on veut calculer le sinus de l'angle, on va taper sin. Alors on voit tout de suite qu'il reconnaît cette fonction mathématique. On ouvre une parenthèse. Nous, on veut calculer le sinus de l'angle I. L'angle I correspond à cette case-là, donc je clique sur cette case. Je tape pas 0, je clique sur la case, puisque après, je vais tirer toute la colonne. Je vais tirer toute cette colonne, et j'aurai pas besoin de faire 9 fois le calcul. Là, je peux pas valider tout de suite, parce que comme je vous l'ai expliqué, Excel attend un angle en radians. Alors pour faire la conversion des degrés vers les radians, on fait multiplier par pi, le nombre pi, divisé par 180. Donc là je vais taper fois pi. Alors Excel connaît pi en écrivant comme ça. Vous écrivez pi, vous ouvrez une parenthèse et vous fermez la parenthèse. Et là il a la valeur exacte de pi, ça évite de taper 3,14 qui est une valeur approximative en fait. Et vous divisez par 180. Vous fermez la parenthèse. Donc, je réexplique à quoi sert cette ligne. Égal, c'est pour signaler qu'on va faire un calcul. Sinus, on veut calculer le sinus de l'angle. A2, ça correspond à cette case-là. Et le multiplier par pi et le diviser par 180, eh bien, c'est pour faire la conversion, donc comme je disais, des degrés en radians. Donc, je valide et j'obtiens 0. C'est normal parce que si vous calculez avec votre calculatrice sinus de 0, vous allez bien tomber 0. Mais l'intérêt d'avoir entré une formule dans Excel, c'est que maintenant, vous recliquez sur la case, vous voyez, elle se surligne en vert ici. Vous allez chercher en bas à droite le petit carré qui est ici, et vous voyez que le curseur se transforme en croix. Une fois que c'est fait, vous cliquez et vous tirez la colonne vers le bas, et vous relâchez. Et là, il vous a calculé directement toute la colonne des sinus. Ça évite de faire 9 fois le calcul à la calculatrice. Alors, pour le sinus de R, c'est pareil. On fait donc égal, sinus, j'ouvre une parenthèse. Là, cette fois-ci, je veux calculer le sinus de R, donc je vais cliquer sur cette case-là, qui est pour moi ici la case B2. Et comme je vous l'ai expliqué encore une fois, fois pi, c'est la conversion, divisé par 180. On ferme une parenthèse et on valide. Même opération, je vais chercher en bas à droite de cette case et je tire cette colonne. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec nos valeurs de sinus I et nos valeurs de sinus R. Maintenant, pour montrer qu'il y a proportionnalité, eh bien, on va tracer le graphe qui va représenter sinus R en fonction de sinus I. Alors, pour tracer un graphe, je vais vous le montrer en même temps. Vous allez sélectionner les deux colonnes de valeurs. Vous ne sélectionnez pas le texte, ça ne sert à rien, vous ne sélectionnez que les valeurs. Voilà. Et vous allez dans Insertion. Et là, on va demander un graphique. Alors, si vous n'avez pas la même version d'Excel que moi, vous trouverez toujours dans l'insertion la façon de faire un graphique. Pour l'instant, comme on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va juste demander un nuage de points. Voilà. Ici, on a un nuage de points. Et donc, on peut rajouter des titres pour le graphique, et même on peut rajouter un titre pour l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Là, je ne vais pas le faire. Le but, c'est juste de vous montrer comment exploiter nos mesures. Au niveau d'exploitation, on voit qu'on a bien des points qui sont sur une droite, qui passent par l'origine. Ça déjà, ça prouve bien, la proportionnalité entre sinus I et sinus R. Pour finir l'exploitation de cette expérience, puisque à la fin,
on vous demande de vous servir de cette expérience pour trouver ou retrouver l'indice de réfraction du plexiglas, eh bien vous allez avoir besoin du coefficient directeur de cette droite. Alors, pour faire afficher l'équation d'une droite avec un tableur, eh bien, vous allez cliquer sur un des points, n'importe lequel, et vous voyez que ça les sélectionne tous. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit, et vous allez cliquer sur Ajouter une courbe de tendance. Ici, vous avez un menu qui s'ouvre. Alors, c'est déjà sélectionné en linéaire, donc c'est bien ce qu'on veut. On veut bien tracer une droite. Ici, vous allez cliquer sur Définir l'interception. Vous cochez cette case. Là, on est en train de dire que je veux une équation de droite qui passe par l'origine. Donc, je veux modéliser cette fonction mathématique en fonction linéaire et non pas en fonction affine. C'est-à-dire que je vais en quelque sorte forcer l'origine et afficher l'équation sur le graphique. Ça, on va en avoir besoin. Voilà. On voit qu'ici, l'équation s'est affichée. Voilà, elle est ici, je peux la décaler. Et donc, Excel a calculé que le coefficient directeur de cette droite valait 0,6762. Bon. Vous allez réfléchir un petit peu, vous allez utiliser la deuxième loi de Snell-Descartes, qui est rappelée dans la leçon, qui est dans votre livre. Et à partir de ça, vous allez essayer d'en déduire la valeur de l'indice de réfraction du plexiglas, sachant que l'indice de réfraction de l'air vaut 1. Je vous donne les réponses la prochaine fois qu'on se voit.